Livret A, PEL, PEA, SCPI, KFC, SNCF? Bon ok, pour les derniers j'ai un peu craqué. Mais il faut quand même reconnaître que quand on cherche à placer son argent, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup trop d'acronymes et d'endroits où c'est possible de le faire. Il y a plein de comptes qui existent avec des conditions et des avantages différents. On peut placer son argent dans des banques physiques ou des banques en ligne. On peut placer son argent à travers des courtiers, en bourse, dans une assurance vie ou dans l'immobilier. Ah, et il y a les crypto-monnaies aussi. Bref, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Alors on va essayer de mettre un peu d'ordre et de clarifier tout ça. Dans cette vidéo, on va pas rentrer dans les détails, mais vraiment essayer de chercher à avoir une vue d'ensemble, une carte complète de toutes les places où il est possible d'investir son argent. Et je vous garantis qu'à la fin de la vidéo, tout sera extrêmement clair et vous saurez exactement quels sont les différents endroits où il est possible de placer votre argent en fonction de vos besoins. Alors c'est parti. On va tout de suite partir sur de bonnes bases, alors je vous le dis direct, j'ai aucune formation payante à vous vendre. L'idée c'est de faire en sorte que cette vidéo soit complète en elle-même. Je pense que simplement avoir une idée de tous les investissements qui existent, c'est déjà pas mal, et si un investissement en particulier vous intéresse, je vous invite à faire les recherches dessus par vous-même pour voir si ça peut vous correspondre ou pas. Mais juste avant d'entrer dans les détails, j'ai deux choses très importantes à vous dire. La première, c'est que vous trouverez en description un lien qui renvoie sur mes formations payantes pour seulement... Ah, ça va, je rigole. Non, plus sérieusement, le premier point, c'est logique, mais je tiens à le rappeler, c'est que le rendement d'un investissement sera forcément lié au risque que vous prendrez. Il n'y a pas de repas gratuit. Toute rentabilité élevée d'un placement s'accompagne d'un risque important. Et inversement, tout placement sûr sera assorti d'une faible rentabilité. Donc si quelqu'un vous promet que vous pouvez gagner 10% par an sans risque grâce à ce super placement, vous pouvez être sûr que c'est absolument impossible. Soit le rendement réel sera plus faible, soit les risques que vous prendrez sont plus élevés que ce que vous pensez. Et le deuxième point, c'est que je ne suis pas certifié en tant que professionnel de la finance. Ce que je cherche à faire, c'est de fournir un contenu informatif, de vous donner simplement un avis personnel, et il se peut que je dise des âneries ou que les informations que je montre changent avec le temps. Donc encore une fois, soyez responsable de votre argent, prenez mes informations avec des pincettes et faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Pour que vous me suiviez facilement, je vais vous guider sur les différentes possibilités de placement à travers des petites fiches. Et donc pour commencer et pour avoir une vue globale, je vais vous montrer dès maintenant tous les endroits où vous pouvez potentiellement mettre de l'argent et ensuite on regardera un peu plus en détail chaque investissement. Dans un premier temps, on va regarder les classiques. Le plus grand classique, c'est l'investissement bancaire. On peut aussi placer son argent en bourse, dans l'immobilier, dans une assurance vie et si on est salarié, il y a aussi la possibilité d'investir à travers son entreprise. Ça, c'est pour ce qui est des investissements classiques et établis qui sont connus et reconnus depuis plusieurs décennies et même vos parents sont probablement au courant que ces placements existent. Et en bas du tableau, je mets des investissements souvent plus récents et aussi plus inhabituels, voire controversés même. On a l'investissement dans les matières premières ou dans les crypto-monnaies. On a aussi l'investissement dans du matériel pour pouvoir en retirer un profit. Et on parlera aussi des investissements dans des biens de collection. J'ai aussi 3 investissements mystères que je garde pour plus tard dans la vidéo, donc restez bien avec moi jusqu'au bout pour être sûr de tout savoir et ne rien louper. La liste n'est absolument pas exhaustive, mais je pense que ça peut déjà pas mal aider à avoir une image plus claire de ce dont on va parler. Voilà. Alors pour beaucoup de gens, quand on veut investir son argent, on doit passer par sa banque. Le compte le plus basique, c'est le compte courant, c'est là où on reçoit et on dépense son argent du quotidien. Souvent, le compte n'aura pas de plafond et un taux à 0%, donc vous ne gagnerez rien en laissant dormir votre argent sur votre compte en banque. C'est même plutôt le contraire d'ailleurs. Avec l'inflation, l'argent sur votre compte en banque perdra de la valeur avec le temps. Mais en plus de ça, la plupart des banques physiques se servent d'une manière ou d'une autre dans votre compte courant en vous facturant un peu de tout, histoire que ce soit bien flou. Vous pouvez avoir au choix des frais de tenue de compte, des frais pour la gestion en ligne, des assurances bidons, des abonnements bancaires, des frais d'incident, des frais sur votre carte bleue, des commissions. Enfin bref, les banques physiques facturent un peu tout ce qu'ils peuvent. Et c'est même pas vraiment surprenant. Il faut comprendre que les grosses banques physiques doivent payer tous les mois pour les loyers des nombreux établissements qu'ils ont en ville et ils doivent aussi payer pour le salaire du personnel pour chaque endroit où ils sont implantés. Ça leur coûte au total des dizaines voire des centaines de millions d'euros par an qu'ils doivent trouver d'une manière ou d'une autre. Par contre, ça ne sera pas le cas des banques en ligne qui ont un autre business model puisqu'ils n'ont pas de conseiller personnalisé pour chaque client et ils n'ont aucun établissement physique, donc aucun loyer à payer. Généralement, avoir un compte courant dans une banque en ligne, ça sera gratuit et donc beaucoup plus avantageux. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez un compte courant, ce qui est le cas de tout le monde, je peux vous conseiller de l'ouvrir dans une banque en ligne plutôt qu'une banque physique. Et comme par hasard, j'ai fait un comparatif des meilleures banques, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à y jeter un œil, je mets la fiche en haut de la vidéo. Mais vous l'avez compris, que ce soit dans une banque physique ou une banque en ligne, l'idéal, ça sera de ne pas laisser votre argent dormir sur votre compte courant. Vous avez le choix de le placer dans d'autres comptes bancaires qui peuvent vous rémunérer, à savoir que chaque compte sera unique, vous pourrez en avoir qu'un seul par personne au total, même si vous avez des comptes dans plusieurs banques. Le compte le plus connu, c'est évidemment le livret A.
C'est un compte d'épargne rémunéré dont les fonds sont disponibles à tout moment. Ce compte est sans frais et les intérêts versés sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. C'est l'État qui fixe le taux d'intérêt 2 fois par an et tous les établissements bancaires peuvent proposer un livret A. Toute personne majeure ou mineure peut être titulaire d'un livret A et le plafond maximum sera de 22 950 €. À noter que même quand vous aurez atteint le plafond, vous pourrez encore gagner des intérêts en plus, mais vous pourrez simplement plus rajouter d'argent. Le taux d'intérêt annuel est de 0,5% net et malheureusement ce taux ne fait que diminuer au cours du temps et c'est pas prévu qu'il remonte. On peut voir sur ce petit graphique que le taux du livret ne fait que baisser avec les années, au point de ne presque plus rien rapporter. Il est possible de cumuler un livret A avec d'autres comptes que je vais vous présenter juste après, comme par exemple le livret de développement durable et solidaire. Pour ce qui est de ce livret, les fonds sont aussi disponibles à tout moment. Par contre, contrairement au livret A, seuls les majeurs peuvent en ouvrir un et le plafond sera un peu plus bas que le livret A, ça sera de 12 000 €. Le taux du LDDS est aligné sur celui du livret A, donc en ce moment c'est de 0,5%, et comme le livret A, c'est pas prêt de remonter. On a ensuite le livret jeune, qui est ouvert aux Français qui ont entre 12 et 25 ans. Le plafond sera de seulement 1 600 € et le taux d'intérêt est librement fixé par les banques. Ça peut varier entre 0,5% et 2%, mais ça pourra pas être inférieur à 0,5%. Une fois qu'on a atteint les 25 ans, souvent la banque ferme ce compte automatiquement et transfère l'argent sur votre livret A. Il y a ensuite le fameux PEL, le plan d'épargne logement. Vous pouvez ouvrir un plan même si vous êtes mineur, mais comme pour les autres livrets que je vous montre, il est interdit de détenir plusieurs PEL en même temps. Il y a quelques conditions pour ouvrir un PEL, par exemple le versement initial est de 225 € minimum, et vous devez ensuite verser sur votre PEL un montant minimum de 540 € au cours d'une année. Le montant maximum que vous pouvez verser sur le PEL, ça sera de 61 200 € et la durée minimale du PEL sera de 4 ans. Et l'argent sera plus ou moins bloqué dans le sens où vous pourrez faire un retrait avant 4 ans, mais ça vous empêchera de bénéficier pleinement des avantages du PEL. Et enfin, la durée pendant laquelle le PEL peut être alimenté est de 10 ans. Passé les 10 ans, vous ne pouvez plus effectuer de virement, mais le PEL continuera de produire des intérêts pendant encore 5 ans. Le taux d'intérêt est fixé à l'ouverture du PEL et il est de 1% depuis 2016. Par contre, contrairement aux autres comptes, les intérêts que vous allez avoir avec le PEL sont soumis à l'impôt, donc vous allez devoir payer 30% sur les plus-values que vous allez faire. À mes yeux, l'utilité du PEL n'est pas très grande à son taux actuel. Le PEL, c'était encore intéressant il y a quelques années, quand les taux étaient à peu près de 2,5%. Mais aujourd'hui, je vous dirais de passer votre chemin, il y a vraiment plus beaucoup d'avantages d'ouvrir un PEL en 2021. Vous avez aussi le compte épargne logement, le CEL. On peut l'ouvrir en étant mineur ou majeur. Il faut faire un versement initial de minimum 300 € et ensuite on a un taux d'intérêt vraiment bas de 0,25% et en plus les plus-values sont taxées à hauteur de 30%. Donc clairement, ouvrir un CEL, ça va vous rapporter peanuts. L'avantage du CEL, il est ailleurs. Ça permet d'avoir des tarifs avantageux pour faire un prêt immobilier plus tard. Et en fait, jusqu'en 2018, avec le CEL, on avait le droit à une prime d'État quand on voulait faire un prêt immobilier, mais c'est plus le cas. Donc le CEL est devenu complètement obsolète et inutile, alors je vais pas m'y attarder. Et enfin, on a le LEP, le livret d'épargne populaire. Globalement, c'est comme un livret A, mais avec un meilleur taux et un plafond plus bas, de seulement 7 700 €. Sauf que contrairement au livret A, le LEP n'est éligible qu'à condition de remplir certaines conditions de revenus qui sont un peu compliquées à expliquer rapidement, mais globalement, c'est un livret qui existe pour les plus petits revenus, donc n'hésitez pas à voir avec votre banque si vous remplissez les critères pour y être éligible. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des livrets bancaires. Quelle conclusion je pourrais donner à tous ces livrets ? Pour moi, le but de tous ces livrets bancaires, c'est de garder une petite épargne de précaution facilement accessible. Investir à travers sa banque, c'est la garantie de ne pas prendre de risques, mais donc d'avoir en contrepartie un tout petit rendement. Le taux de tous les livrets sont vraiment bas, mais ils sont pas risqués, donc au moins, vous serez absolument sûr de combien vous allez gagner en mettant de l'argent dessus. Mais encore une fois, les taux sont tellement bas que, honnêtement, on peut pas vraiment parler d'investissement. En plaçant votre argent en banque, vous allez perdre de l'argent sur le long terme avec l'inflation, mais au moins vous perdrez un peu moins que de simplement laisser votre argent dormir sur votre compte courant. Parlons un peu du deuxième type de placement, la bourse. Investir en bourse, c'est acheter des actions de sociétés cotées, c'est-à-dire acquérir des parts de propriété dans des entreprises en espérant que la valeur de ces entreprises augmente avec le temps. Malheureusement, j'ai quand même l'impression que l'investissement en bourse, c'est souvent perçu par les Français comme trop risqué ou trop complexe. C'est perçu comme risqué car les prix de l'action ne montent pas en ligne droite. Quand on investit en bourse, il faut accepter ce qu'on appelle la volatilité. L'argent qu'on met en bourse peut rapidement baisser ou monter. C'est absolument impossible de prévoir l'évolution du marché boursier, mais malgré l'imprévisibilité sur le court terme, on remarque quand même que sur le long terme, si on a suffisamment de patience et qu'on est suffisamment diversifié, la bourse propose un rendement extraordinaire. Pour vous donner une image, investir en bourse, c'est un peu comme faire du yo-yo en montant les escaliers. Ça monte et ça baisse assez rapidement, mais sur le long terme, ça aura historiquement tendance à monter. L'important quand on investit en bourse, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'être diversifié et de ne pas tout investir dans les actions d'une seule entreprise.
Et le deuxième point, c'est que la bourse peut aussi paraître un peu complexe, mais pourtant il n'y a vraiment rien de plus simple. C'est complètement possible de commencer à investir en bourse avec seulement 100 € en poche. Alors comment on fait pour investir concrètement ? En fait, pour pouvoir placer votre argent en bourse, vous devez faire 2 choix. Le premier, c'est de choisir entre utiliser un plan d'épargne en action, un PEA, soit utiliser un compte titre ordinaire, un CTO, sachant que rien ne vous empêche d'avoir les deux. Le PEA, c'est probablement la meilleure solution si vous voulez investir pour le long terme. Vous pourrez faire des versements jusqu'à 150 000 € et les plus-values que vous ferez en bourse ne seront taxées qu'à hauteur de 17,2%. Par contre, vous devrez avoir votre PEA ouvert depuis plus de 5 ans pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal. Et vous ne pourrez investir que dans des produits boursiers européens. Donc typiquement, des actions d'entreprises françaises. Le CTO, lui, est beaucoup plus flexible et permet de pouvoir acheter toutes les actions d'entreprises cotées dans le monde. Et en plus, vous pourrez vendre quand vous le souhaitez, sans contrainte. Par contre, vous payerez plus de taxes sur vos plus-values à hauteur de 30%. Une fois que vous avez décidé si vous voulez investir dans un PEA ou dans un CTO, ou dans les deux si vous voulez, vous allez devoir choisir votre broker, votre courtier chez qui vous allez ouvrir un PEA ou un CTO. Il en existe beaucoup et j'ai aussi fait un comparatif détaillé des meilleurs courtiers pour le PEA et un comparatif détaillé des meilleurs courtiers pour le compte titre. Donc si vous voulez plus de détails sur ce point, je mets les liens de ces vidéos en description. Une fois que vous avez choisi entre votre courtier et que vous avez choisi entre un PEA et un CTO, vous pourrez acheter des actions. Donc concrètement, acheter des parts d'une entreprise spécifique, comme l'entreprise Total. Si l'entreprise Total prend 5% en bourse, votre action Total montera aussi de 5%. Pour être sûr de bien diversifier vos investissements, vous pouvez aussi investir sur des trackers, aussi appelés ETF, pour investir en un seul ordre sur plusieurs entreprises à la fois. Vous avez un ETF qui permet par exemple d'investir sur tout le CAC 40 français ou un ETF qui permet d'investir sur tout le S&P 500 américain. Ou encore mieux, avec un seul ETF World, vous pouvez aussi investir directement sur les 1650 plus grandes sociétés mondiales. Comme je le disais juste avant, investir en bourse ça paraît risqué pour beaucoup de Français. Et généralement, les gens qui disent « n'investis pas en bourse, c'est trop risqué », ils ont seulement en tête l'image d'un investisseur qui aurait mis tout son argent dans les actions d'une ou de 2 boîtes, et qui aurait tout perdu parce que ces boîtes auraient fait faillite. En investissant dans un ETF, on n'a plus vraiment ce risque puisqu'on investit dans plusieurs entreprises à la fois. Ou alors, à moins que les 1650 plus grosses entreprises au monde fassent toutes faillite en même temps. Bon alors, c'est pas impossible, mais si ça devait arriver, je pense qu'on aurait des soucis un peu plus gros que le fait de simplement avoir perdu son argent en bourse. Et historiquement, en investissant en bourse avec un simple tracker World, on peut espérer gagner en moyenne environ 7% par an. Contre, je vous rappelle, 0,5% pour le livret A. Et les Français qui s'intéressent pas à la bourse, ils passent à côté d'un des meilleurs moyens de développer leur épargne et leur patrimoine à long terme. Tout le monde peut devenir actionnaire à partir de 100 € sans avoir à remplir aucune autre condition. En plus des actions et des ETF, si vous comptez investir en bourse, sachez que chez certains brokers, vous pouvez aussi investir dans des CFD, des Contract for Difference. C'est un contrat entre un client et son courtier directement. Quand vous achetez un CFD d'une action, vous ne possédez pas vraiment l'action, mais vous possédez juste un contrat avec le courtier qui sera adossé sur la variation du prix d'une vraie action. Ce genre de contrat, ça peut être intéressant pour acheter des fractions d'actions ou si on veut s'amuser à faire du trading sur le court terme, mais c'est à proscrire pour de l'investissement sérieux à long terme, donc faites attention. Vous avez aussi la possibilité d'investir dans des devises, c'est-à-dire au lieu d'acheter des actions, vous allez acheter des dollars américains ou d'autres monnaies, en espérant que ces monnaies gagnent de la valeur avec le temps. Le marché qui permet ça s'appelle le Forex, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est fait pour parier à la hausse ou à la baisse d'une devise face à une autre, mais encore une fois, pour de l'investissement long terme, ça n'a pas grand intérêt pour un particulier, donc je vous conseille de passer votre chemin sur ce genre de produits spéculatifs. Et enfin, vous avez les SICAV et les FCP, des termes bien compliqués qui proposent d'autres sortes de valeurs boursières et pas seulement des actions d'entreprise. Ce sont des produits de gestion collective qui avaient encore le vent en poupe il y a quelques années, mais qui sont franchement devenus un peu désuets à mes yeux avec l'arrivée des ETF. Voilà, ça sera tout pour la bourse. Les Français y sont réticents, mais ça reste historiquement un des meilleurs placements à plus forte performance. Par contre, faut pas foncer tête baissée, il y a des bonnes pratiques à respecter si on veut investir sur le long terme. Un autre levier d'investissement connu, c'est l'immobilier. Autant la bourse, c'est pas très prisé par les Français, autant avec l'investissement immobilier, la pierre, c'est une grande histoire d'amour. Après tout, l'immobilier, c'est du solide, n'est-ce pas ? Et juste avant d'aller plus loin, je vois que plus de 92% de mes spectateurs ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez m'encourager. J'apprécierais que vous preniez le temps de vous abonner, ça m'aide énormément et vous serez tenu au courant quand du contenu similaire sera posté sur ma chaîne. Bon, globalement, l'immobilier, ça répond à un besoin vital et intemporel. Se loger. Les Français qui souhaitent investir dans l'immobilier pensent généralement en premier à l'achat d'une résidence principale, car un achat immobilier ne doit pas être uniquement dicté par une logique purement financière, mais aussi par certains besoins comme le fait de se sentir réellement chez soi.
Quand on veut investir dans l'immobilier, il vaut mieux être stable, professionnellement et personnellement, et se projeter sur plusieurs années. Il faut aussi garder à l'esprit que les frais de notaire représentent à eux seuls environ 2 ans de loyer, et qu'en étant propriétaire, vous dépenserez plus pour votre logement qu'en étant simple locataire, puisque vous allez devoir payer la taxe foncière et les gros travaux. Vous pouvez aussi envisager l'achat d'un logement locatif. L'opération vous coûtera probablement plus cher qu'une résidence principale, surtout au niveau des taxes, mais une résidence secondaire bien située peut se rentabiliser en la mettant en location. Pour les plus petits budgets qui sont intéressés par l'immobilier, il y a aussi la possibilité d'acheter en ville un parking, un garage ou un box. Et enfin, la dernière solution pour investir dans l'immobilier de manière beaucoup plus accessible, c'est de passer par les SCPI. En investissant dans une SCPI, vous deviendrez propriétaire associé d'un parc immobilier et vous recevrez des loyers qui sont liés à ce parc immobilier. Sachant quand même qu'en moyenne, le rendement des SCPI est plus faible que le rendement moyen de la bourse. Pour moi, le très gros avantage d'un investissement immobilier, c'est qu'on peut acheter à crédit plutôt que d'utiliser son argent. Ça veut dire concrètement qu'on n'utilisera pas son épargne, mais on utilisera l'argent de la banque. On utilise le poids de la dette pour profiter de l'effet de levier et profiter également de déductions d'impôts avec les intérêts d'emprunt dans le cas d'un investissement locatif. Concrètement, si vous avez 10 000 € à investir et que vous pouvez emprunter 100 000 € à la banque pour de l'immobilier, vous vous retrouverez avec une assiette de 110 000 € à faire fructifier. Et si vous voulez rendre l'opération rentable, vous allez devoir faire en sorte que le bien immobilier que vous achetez s'autofinance, soit en vivant dedans et en ne payant plus de loyer, soit en le mettant à la location et en percevant des loyers. L'immobilier, c'est un des rares actifs que l'on peut acquérir à crédit et là réside son principal intérêt. Sinon, il y a assez peu d'avantages financiers à acheter de l'immobilier avec du cash. On arrive ensuite à l'assurance vie. C'est certainement une des plus belles niches fiscales françaises. L'assurance vie, c'est un support qui n'a pas de plafond. Vous pouvez avoir plusieurs centaines de milliards d'euros sur votre assurance vie si vous le voulez. Vous aurez le choix entre investir soit dans des unités de compte, soit dans des fonds euros. Les unités de compte sont des produits financiers qui vous permettent d'acheter un mix d'actions et d'obligations, ce qui peut vous permettre de dynamiser votre épargne. Par contre, les unités de compte sont un peu risquées et présentent un risque de perte en capital, mais en moyenne et sur le long terme, ils ont un meilleur rendement que les fonds euros. Dans les fonds euros, le capital que vous mettrez est garanti, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas perdre d'argent dans ce que vous avez investi. Et en mettant de l'argent sur un fonds euro, vous achèterez essentiellement des obligations d'État européens. Pour schématiser ça ultra simplement, si vous investissez dans un fonds euro, en fait, vous prêterez votre argent à un pays, à la France par exemple, et vous posséderez donc une partie de la dette de ce pays. Le risque que vous prenez est assez faible puisque vous ne pourrez pas perdre d'argent à moins que l'État qui vous a prêté fasse faillite. Du coup, logiquement, les intérêts que vous allez gagner ne seront pas très élevés, entre 0,5% et 2% par an. Et comme le PEA, l'assurance vie vous donne droit à des avantages fiscaux après 8 ans après l'ouverture. Donc ça peut être intéressant d'en ouvrir une dès maintenant, juste pour anticiper les avantages fiscaux, même si vous avez très peu d'argent à placer, car ça sera l'âge du contrat qui compte et non la date des sommes que vous avez investies dedans. Ceci dit, n'ouvrez pas votre assurance vie n'importe où, parce que tous les contrats d'assurance vie ne se valent pas. Encore une fois, comme toujours, j'insiste, les assurances vie des banques traditionnelles sont vraiment à la ramasse, alors que les courtiers en ligne proposent en général des frais beaucoup plus bas. Donc n'hésitez pas à jeter un œil aux courtiers en ligne comme Linksea. Si vous travaillez dans une entreprise, vous avez aussi la possibilité d'investir dans un PER pour plan d'épargne retraite. Il faut juste faire attention car il existe le PER individuel et le PER d'entreprise collectif. Le PER individuel n'a pas vraiment d'avantage, alors ici je vais uniquement parler du PER d'entreprise collectif. Il faut savoir que c'est un plan ouvert à tous les salariés d'une entreprise, quelle que soit sa taille. C'est un produit d'épargne à long terme qui vous permet d'économiser pour obtenir, avec l'aide de votre entreprise, un capital ou une rente à l'âge de la retraite. Toutes les entreprises peuvent proposer un PER d'entreprise collectif à leurs salariés. Le plan peut être ouvert à tous les salariés qui sont dans la boîte depuis au moins 3 mois. Et si vous changez d'entreprise, vous pouvez transférer votre PER d'entreprise collectif. Pour faire simple, c'est une enveloppe un peu comme l'assurance vie, donc vous versez de l'argent sur votre PER, et dans la majorité des cas, l'argent que vous avez déposé sera géré avec une gestion pilotée. C'est-à-dire que votre épargne sera investie automatiquement sur des actifs plus risqués et plus rémunérateurs. Et à l'approche de l'âge de la retraite, l'épargne sera progressivement orientée vers des supports moins risqués. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo, mais il faut juste savoir que normalement, les sommes versées sur le PER d'entreprise collective sont bloquées jusqu'à l'âge de la retraite. Donc en soi, c'est pas super comparé à une assurance vie classique, mais le truc qui fait que le PER peut devenir super intéressant, c'est si vous bénéficiez de versements par l'employeur en plus de vos propres versements. C'est ce qu'on appelle l'abondement. Et l'abondement de votre entreprise, ça peut aller jusqu'à 3 fois le montant que vous versez. Le maximum par an que l'employeur pourra mettre en plus de vous, ça sera 6 580 €.
Donc si vous entendez parler dans votre entreprise de PER sans abondement, vous pouvez passer votre chemin, mais si vous entendez parler de PER avec abondement, ça peut être un support intéressant. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir un PEE, c'est plus ou moins comme le PER, mais en plus souple, car l'épargne que vous allez mettre dessus sera bloquée moins longtemps, et il y a plusieurs conditions qui permettent la sortie sans pénalité de votre épargne, par exemple si vous vous mariez ou si vous avez un enfant. Donc comment choisir entre un PEE et un PER ? En fait, le PEE sera orienté vers des projets à moyen terme. Par exemple, si vous voulez mettre de l'argent pour financer un mariage ou une naissance ou l'achat de la résidence principale. Il accompagne les grandes étapes de la vie, plus ou moins prévisibles, et sa durée minimale de blocage, c'est de 5 ans. Le PER, lui, propose des placements sur le long terme, prévus pour réduire progressivement le risque financier au fur et à mesure que l'âge de la retraite approche. Dans les deux cas, ça peut être profitable de s'y intéresser si votre entreprise propose un abondement, une participation ou un intéressement. Et si c'est pas le cas, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des placements vraiment très classiques. Et dans les investissements un peu plus exotiques, on a la possibilité d'acheter des matières premières. Donc les personnes qui investissent dans des matières premières, ils investissent pas directement dans des actions, mais ils spéculent sur l'évolution du prix de certaines matières premières. L'or et l'argent sont deux exemples bien connus, mais vous pouvez aussi investir dans le pétrole, le gaz, le coton, etc. Il existe différents moyens d'investir dans des matières premières. Vous pouvez investir en direct, donc concrètement acheter la matière première sur laquelle vous voulez investir. C'est sans aucun doute la solution la plus contraignante et qui a du sens que pour les métaux. Parce que s'amuser à remplir des jerrycans de diesel à la station d'essence du coin pour les revendre quelques euros plus cher à ses voisins au bout de quelques mois, c'est pas très utile. Mais la deuxième solution, ça serait d'investir dans les matières premières à travers des produits dérivés. Les produits dérivés, ça permet de spéculer à la hausse ou à la baisse sur ses actifs. Et mon avis personnel, c'est que pour les particuliers qui veulent investir sur le long terme, c'est pas forcément top. Si vous pensez qu'une matière première spécifique va prendre de la valeur, vous pouvez aussi investir dans des actions de sociétés spécialisées dans le secteur que vous visez. Genre si vous voulez investir dans le pétrole, il n'y a rien qui vous empêche d'investir dans des compagnies pétrolières pour se positionner sur les pétroles ou dans des sociétés d'exploitation de mines d'or pour se positionner sur l'or tout court. Mais du coup, ça revient plus à investir dans les matières premières, mais à investir en bourse à travers des actions ou des ETF. Vous avez aussi la possibilité d'investir dans des crypto-monnaies. Ça fait maintenant quelques années que c'est en plein essor, mais ça reste encore un sujet plutôt controversé dans le monde de l'investissement. Donc je ne vais pas m'amuser à rentrer dans les détails du pour et du contre des cryptos dans cette vidéo, mais il faut reconnaître qu'investir une petite partie de son capital dedans, ça peut permettre de prendre des risques importants et donc de dynamiser une partie de son épargne. Pour vous aiguiller un peu quand même, si vous comptez investir dans des cryptos, vous devrez vous enregistrer sur une plateforme d'échange et si possible une plateforme d'échange importante et reconnue car il peut y avoir quelques arnaques sur internet. Si vous voulez investir sur une plateforme d'échange en France, je pense que la plus connue c'est CoinHouse qui d'ailleurs est enregistrée par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, et c'est pas rien parce que l'AMF c'est un peu le gendarme de la bourse. Donc l'enregistrement de CoinHouse par l'AMF, ça prouve qu'ils ont dû montrer patte blanche et qu'ils sont sérieux. Si vous voulez investir sur des très grosses plateformes connues et reconnues, je vous recommande de passer par des boîtes comme Binance, Coinbase ou Kraken. Par contre, ce sera un compte que vous détiendrez à l'étranger et il faudra le déclarer à l'administration fiscale dans votre déclaration d'impôt, même si vous ne faites pas de plus-value. Voilà, une fois que vous aurez ouvert un compte sur une de ces plateformes, vous pourrez ensuite acheter et revendre vos crypto-monnaies favorites. Un autre type d'investissement, si vous avez un plus petit capital à investir et que vous avez du temps libre, je peux vous conseiller de pourquoi pas investir cet argent dans du matériel. Concrètement, rien ne vous empêche de vous mettre en auto-entrepreneur et d'acheter un bon micro et pourquoi pas commencer à faire un podcast. Ou alors acheter un nom de domaine et un hébergement et de commencer votre site internet. Vous pouvez aussi acheter une petite tondeuse à gazon et mettre des affiches dans le voisinage, comme quoi vous êtes disponible pour venir tondre la pelouse de vos voisins le week-end pour quelques euros. J'imagine qu'il y a encore plein d'autres exemples. Vous pouvez, acheter une tablette graphique et proposer du contenu numérique, ou investir dans une table de mixage et faire de la musique. Pourquoi pas acheter un bon appareil photo et proposer vos compétences de photographe amateur pour des événements. La liste est infinie et s'adresse à ceux qui ont plus de temps à investir que d'argent, mais je pense que ça peut parfois valoir le coup d'acheter du matériel de qualité que vous pourrez ensuite utiliser pour générer des petits revenus en auto-entrepreneur. Dans les investissements controversés, il y a aussi les biens de collection, plutôt exotiques, dans lesquels on peut décider de mettre de l'argent quand on est connaisseur. Ça marche surtout dans le domaine du luxe. Certains décident d'investir dans des bouteilles de vin, ou des bouteilles de whisky, des montres de luxe ou autres, en espérant que la valeur de ces objets augmente avec le temps.
Mais pour les plus petites bourses, on a eu ces dernières années un essor d'autres types de biens encore plus atypiques, mais accessibles, qui ont pris énormément de valeur. On peut penser aux cartes Pokémon, avec certaines cartes qui se revendent désormais à plus de 300 000 $, voire plus de 500 000 $ dans certains cas. On a aussi le marché des baskets, des sneakers, qui fait régulièrement parler de lui, avec des passionnés qui sont parfois prêts à payer des fortunes pour des paires de baskets qui sont des éditions limitées. On a même eu récemment le phénomène avec des baskets Lidl. Et plus récemment, c'est le marché des NFT qui a pris de l'ampleur. Cet acronyme, ça désigne les Non-Fungible Tokens. C'est un procédé cryptographique qui permet de certifier l'authenticité d'un objet virtuel qu'on peut acheter et revendre. Attention quand même, parce que ce genre d'investissement, c'est très particulier, car la valeur est vraiment dans la rareté du produit. C'est difficile de prévoir quel objet de collection va prendre de la valeur ou pas, car les tendances changent et évoluent avec le temps. C'est vraiment spéculatif, et pour en tirer quelque chose, il faut être un vrai connaisseur dans le domaine et avoir énormément de patience. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour de tous les endroits où c'est possible d'investir son argent. Bon, comme j'ai annoncé en début de vidéo, j'ai 3 investissements mystères à vous présenter. Alors le premier investissement, c'est, attention, les jeux d'argent. Donc tout ce qui est casino, paris sportifs, tickets à gratter, loto. Et bien évidemment, pour ce genre d'investissement, entre gros guillemets même, je vous recommande personnellement de ne pas y mettre un seul euro. Je le précise parce que malheureusement, pour certaines personnes, c'est un investissement sérieux, ou en tout cas un espoir d'investissement. Mais dites-vous que chaque euro que vous mettrez dans un jeu de hasard, c'est un euro que vous auriez pu investir ailleurs. Par exemple, plutôt que d'acheter un ticket de loto à la Française des Jeux, pourquoi ne pas simplement acheter une action Française des Jeux? Imaginez, une grille de loto, c'est minimum 2,20 € et si vous avez l'habitude d'acheter 3 grilles de loto par semaine, vous allez payer environ 350 € à la fin de l'année, avec quand même une très forte probabilité de perdre la totalité de cette somme. Si à la place vous aviez mis ces 350 € dans une action Française des Jeux pendant un an, l'action aurait doublé et vous auriez du coup doublé votre investissement pour avoir au final plus de 700 € en poche au bout d'à peine un an. Donc ne prenez pas les jeux de hasard pour un investissement, mais prenez-les pour ce que c'est vraiment, c'est-à-dire un jeu. Un divertissement et rien d'autre. Le deuxième investissement mystère s'adresse encore à ceux qui ont du temps à investir, mais aussi des compétences et pas nécessairement beaucoup d'argent. Vous pouvez faire à votre échelle de l'achat et revente. Alors là, c'est simple, vous pouvez aller sur eBay, Facebook, Le Bon Coin ou faire les vide-greniers de votre ville, trouver les bonnes affaires, surtout si c'est un domaine que vous connaissez bien. Je sais pas moi, on pourrait imaginer une annonce avec un vélo d'occasion à tout petit prix qui doit être revendu un peu en urgence à cause d'un déménagement. Rien vous empêche de l'acheter, de faire des petites réparations et de le laver, pour ensuite essayer de le revendre en meilleur état et un peu plus cher. Ça marche plutôt bien avec les consoles de jeux ou les ordinateurs qui marchent plus. Si vous êtes un peu bidouilleur, il y a moyen parfois de les acheter pour une bouchée de pain, puis d'essayer de les réparer pour pouvoir les revendre en état. Comme je vous l'ai dit, là on parle d'investissement beaucoup moins conventionnel, mais ça peut être un bon moyen de faire une petite plus-value sur le court terme. Et enfin, le dernier investissement mystère, bon je suis désolé, c'est un peu le grand cliché que tout le monde vous dira, mais c'est le seul investissement qui soit sûr et toujours gagnant. Investissez sur vous-même. Apprenez des nouvelles compétences, apprenez une nouvelle langue, mettez-vous au sport, apprenez à coder, apprenez les bases de la psychologie, du marketing, apprenez un logiciel en particulier, Excel ou Photoshop. C'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo. Vous investissez sur vous-même puisque vous prenez le temps d'augmenter votre connaissance sur les bases de l'investissement personnel. Donc bravo à vous, continuez dans cette voie. Se développer personnellement, ça revient à développer son potentiel et sur le long terme, pouvoir mettre en avant des compétences qu'on a mis plusieurs années à acquérir, c'est ce qui vous garantira le meilleur retour sur investissement. Voilà, je crois que le tableau est pas mal complet. J'espère que cette petite vidéo vous a permis d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur les différentes possibilités d'investissement. Il existe probablement d'autres placements, mais je pense que la liste est déjà pas mal étoffée. Parmi tous les investissements que j'ai pu aborder, celui qui me semble être le meilleur à mes yeux, ça reste sans aucun doute la bourse. Donc si par hasard vous décidez d'investir en bourse, n'hésitez pas à jeter un œil à mon comparatif des meilleurs brokers pour PEA et pour compte titre. Je rappelle que les liens sont dans la description. Le broker que je recommande le plus, et celui que j'utilise personnellement, c'est Trade Republic. C'est d'après moi l'application la plus attractive pour l'achat régulier d'actions et d'ETF. L'appli permet même de pouvoir investir gratuitement à travers des plans d'investissement programmés et automatisés. Si vous êtes intéressé et que vous voulez ouvrir un compte chez eux, vous pouvez obtenir un bonus de 15 € avec le lien dans la description. C'est un lien de parrainage. Si vous cliquez sur le lien et que vous ouvrez un compte, vous recevrez 15 € après votre premier trade et je recevrai également 15 € de mon côté. C'est aussi une façon de me soutenir et de faire vivre mon travail. N'hésitez pas à l'utiliser si vous êtes convaincu de l'application et si vous trouvez mon contenu intéressant. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Et si vous voulez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt!